Madame Arveler. J'ai un rôle vraiment impossible. Présenter un empereur, un roi. On disait jadis roi d'acier, roi de ceci, roi de cela. Eh bien, permettez-moi de dire à Giovanni Agnelli, maître. Eh bien, monsieur, maître, je dois vous dire qu'après 68, on dira peut-être un jour, ici a eu lieu, au mois d'avril 1989, la Cité de la Réussite. Elle était close par Giovanni Agnelli, les meilleurs pour les meilleurs. Merci, madame. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, merci d'être ici. Je suis heureux d'être avec vous dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne qui a connu tant d'événements, et pas seulement la Cité de la Réussite l'an dernier. Vous allez accueillir et dialoguer dans quelques minutes, et c'est ce qui est important, un des plus grands managers du monde d'aujourd'hui. Si Madame Arveler n'avait pas dit tout à l'heure à Monsieur Agnelli le meilleur des meilleurs, je dirais aussi de Raoul Gardini le meilleur des meilleurs ou un meilleur parmi les meilleurs. C'est un personnage en tout cas inventif, combatif, influent et plutôt secret. Et c'est pourquoi je pense que c'est un privilège de pouvoir nous entretenir avec lui tout à l'heure devant vous et de passer 90 minutes avec lui. C'est un concepteur européen de projets qui agit dans un cadre européen depuis une trentaine d'années et maintenant dans un cadre mondial. Raoul Gardini n'est, je crois, ni agriculteur, ni chimiste, ni financier, mais il est peut-être les trois à la fois. Gardini a pris son groupe, qui existait grâce à son beau-père Serafino Ferruzzi, et je salue Madame Ferruzzi qui nous fait l'honneur d'être parmi nous dans cet amphithéâtre. Merci Madame d'être ici. Raoul Gardini a transformé ce qui était un empire du négoce international en un véritable empire industriel de taille mondiale, mais en restant toujours fidèle aux racines italiennes de son groupe et de sa famille. Il a étendu ses activités jusqu'à la recherche, l'industrie, la technologie la plus sophistiquée, jusqu'au Moro de Venezia, son bateau, fabriqué dans ses chantiers de Tenkara, près de Venise, pour participer et peut-être pour gagner l'America's Cup avec l'équipe du Moro de Venezia qui est ici, fidèle à Gardini. Il est, me semble-t-il, l'inspirateur de la révolution des années 2000, car une de ses grandes idées est en effet la liaison entre la chimie et l'agriculture par le biais de la recherche. Pour cette raison, il a lancé il y a 3 ans, si je me souviens bien, l'opération Montedison. On avait dit le raid Montedison, qui est devenu un des instruments, nous en parlerons avec lui tout à l'heure, de cette révolution et de ces nouvelles conquêtes. Est-il nécessaire de vous dire que Raoul Gardini pèse lourd aujourd'hui dans la chimie, l'agroalimentaire, la recherche en Europe et dans le monde. 300 usines et au total plus de 200 milliards de francs de chiffre d'affaires, dont en France plus de 50 milliards. Je pense qu'un de ses défauts, parce qu'il en a, mais en est un, c'est son excès d'optimisme. Vous allez d'ailleurs le constater vous-même tout à l'heure. Mais voici tout de suite, en images et pendant 8 minutes, la présentation du groupe Ferruzzi.
dentro agli elementi, mi piace moltissimo stare dentro gli elementi, in acqua e in terra. Venise, au lieu de la civilisation, a assisté cette année au lancement du Moro di Venezia, un voilier construit entièrement par Montedison et qui sera engagé dans la prochaine Coupe de l'America. Un nouveau défi pour la recherche et les technologies de Ferruzzi. Io amo il vento, amo le cose che mi stanno intorno, so vedere queste cose che mi stanno intorno, mi piace moltissimo sentire da dove viene il vento, perché viene di lì e forse da dove verrà dopo. Ferruzzi est l'un des principaux groupes industriels mondiaux, avec un chiffre d'affaires agrégé de 250 milliards de francs et plus de 100 000 collaborateurs. Ses activités vont des fluides techniques utilisés dans la navette spatiale américaine ou dans la fusée européenne Ariane, jusqu'aux matières plastiques, aux matériaux avancés pour l'électronique, le sport, l'automobile. Ferruzzi, c'est aussi l'agro-industrie, la santé, les fibres et les caoutchoucs de synthèse, l'énergie. Ferruzzi, c'est tout cela. Un groupe industriel global dynamique, stimulé par la recherche et la tecnologie. Le deduzioni che io traggo sono che siamo molto fortunati a partecipare con un'azienda o con aziende di questo tipo a questo momento di grande cambiamento delle consuetudini, oltre che dell'assetto economico e politico mondiale. Possiamo noi, con il privilegio di lavorare nella chimica e di avere ricerca, tecnologia e buona volontà, abbiamo la possibilità di allargare enormemente il nostro orizzonte. Raoul Gardini est né à Ravenne en 1933. Marié, il a 3 enfants. Il est président de Ferruzzi depuis 1980. En 1988, il a reçu la distinction de docteur honoris causa de l'Université de Bologne pour ses réalisations de chef d'entreprise dans le secteur agro-industriel. Cette même année, il a gagné la Coupe mondiale des voiliers de course de la classe Maxi. Le projet industriel de Ferruzzi a connu un développement remarquable au cours des 5 dernières années. Tout d'abord, il correspond à la croissance d'Eridania, qui est devenue l'une des premières sociétés agro-industrielles mondiales. Le groupe s'est fortement internationalisé. Béguincé, déjà leader dans le secteur du sucre, est devenu le pôle agro-industriel international de Ferruzzi. Aux États-Unis, le groupe a repris Central Soya, leader du secteur des protéines et de la nutrition animale. En Europe, c'est Restar, le numéro 1 de l'amidon et de ses dérivés. En Espagne et en France, Coipé et Le Sieur, tous deux leaders des huiles de marque. Enfin, en 1988, Ferruzzi a repris Montedison, l'un des premiers groupes chimiques mondiaux. Partire dalla Ferruzzi, che vuol dire essere stati in giro per il mondo prima, e arrivare fuori da buona parte è comunque emozionante, perché c'è tanta storia e c'è tanto di diverso di quello che noi abbiamo fino adesso fatto. Montedison est l'une des plus importantes sociétés mondiales. Elle est issue au cours des années 60 de la fusion entre Edison et Montecatini, deux des plus prestigieuses sociétés industrielles italiennes depuis le début de ce siècle. Le siège milanais de Montedison est dans le monde l'un des temples de la chimie. Depuis le prix Nobel de Giulio Natta, Montedison a en permanence porté plus en avant les frontières de l'ingénierie des matériaux, révolutionnant le secteur des matières plastiques. La Montedison è un traguardo e un punto di partenza.
La Montedison è un grande punto di arrivo e di partenza possibile da tutti gli altri. L'importante è non voler fare tutto, saper scegliere adesso che cosa si farà per subito e poi pensare bene a che cosa si farà per domani, però lì c'è intelligenza, c'è tecnologia, c'è ricerca, tutte cose che mi piacciono moltissimo. La recherche de Montedison est fortement engagée dans la lutte contre le cancer, contre les maladies du système nerveux et du système cardiovasculaire. Le secteur santé de Montedison, dont Herbamont est chef de file, est leader mondial dans le domaine de la découverte et du développement des produits anticancéreux les plus efficaces. Le dernier, l'idarubicine, vient d'être homologué par la Food and Drug Administration américaine. Le secteur énergie de Montedison, que dirige la société Selm, est engagé dans le développement de toutes les ressources énergétiques, du pétrole au gaz naturel en passant par l'hydroélectricité. Montedison est le premier producteur privé italien d'énergie hydroélectrique. Mais Montedison est avant tout, grâce à Hymont, le premier producteur mondial de matières plastiques et de matériaux avancés. Polymériser tout ce qui peut l'être. Tel est l'impératif de Montedison et de ses chercheurs. Polymériser veut dire produire des matières plastiques, des caoutchoucs et des fibres de synthèse, des nouveaux matériaux qui aident l'homme à devenir plus ingénieux, plus économe en énergie et plus respectueux de l'environnement. Les nouvelles frontières seront les matériaux composites et les matériaux biodégradables. Le fait que Montedison participera à la prochaine Coupe de l'America avec le Moro di Venezia, un voilier entièrement construit avec les propres matériaux et les propres technologies de la société, n'est pas le fruit du hasard. Il ne s'agit pas seulement d'un défi sportif, mais aussi d'un double défi technologique et industriel. Non capita a tutti i mestieri di avere questa possibilità. È per questo che ci vuole leggerezza, tenacità e resistenza alla fatica, che sono anche le caratteristiche che devono avere i materiali e le idee che noi stiamo portando avanti. Sì, ho detto che questo tipo di barca è la barca più veloce e più potente. Montedison ha tutti i contenuti per diventare una barca molto veloce, molto potente a livello mondiale. Voilà cette présentation très rapide. Je voulais dire qu'un film, c'est toujours assez réducteur et vous allez constater assez vite que le groupe Ferruzzi et Raoul Gardini sont beaucoup plus que ceux que vous avez vus. Je ne vous ai rencontré qu'une seule fois à Venise il y a quelques semaines. Pour moi, vous exprimez à la fois la vision, l'ambition, peut-être l'enthousiasme et la ténacité de quelqu'un qui est infatigable. Je pense que ce sont des vertus ou les qualités des hommes d'aujourd'hui et des grands managers. Vous exprimez dans cet amphithéâtre de la Sorbonne qui est prestigieux, sans parler des grands événements historiques de mai 68 ou tout récemment de la visite et du grand discours qu'avait prononcé ici votre ami Mikhail Gorbatchev, et puis de la Cité de la Réussite qui se déroule ici l'année dernière et cette année. Monsieur Gardini, il me semble que l'agriculture a toujours avancé à coup d'utopie. On peut prendre des exemples récents, les polders hollandais, ou plus près de vous, la bonification de la plaine du Pô. Et je sais que ça vous touche beaucoup parce que vous y aviez été associé, votre père en avait été à la fois l'inspirateur et l'artisan. Pour les années 90, est-il possible d'avancer, là aussi, à coup d'utopie et de passer d'une agriculture telle qu'elle est en train de se transformer à une utopie industrielle liée à l'agriculture? Oui, moi je considère
que nous sommes traînés dans l'avenir par le passé que nous avons vécu. Et l'agriculture est toujours là, d'après que l'homme a commencé à utiliser l'intelligence pour avancer dans l'avenir. Et je crois que nous devons toujours être sûrs que ce que nous laissons derrière nous est solide, ce que nous laissons derrière nous des bases concrètes pour développer. Moi, je considère, par exemple, qu'on ne peut pas développer à l'Est, on ne peut pas développer en Russie la nouvelle formule du marché sans connaître à la base la formule de l'histoire de l'humanité, donc l'agriculture. Après, on peut aller plus loin, mais avant tout, il faut être stable sur la terre et connaître les processus les plus simples et les plus compliqués aussi. Vous dites aux paysans européens, aux paysans français qui ont tellement de difficultés, qu'aujourd'hui encore, l'agriculture n'est pas morte et que vous croyez à la terre, Raoul Gardini, pas seulement à la terre dans laquelle on fait des trous pour le pétrole, mais à la terre nourricière et inspiratrice de projets nouveaux. Moi, je pense que nos ressources sont sur le dos de la terre, pas dedans de la terre. Je crois que nous devons nous appliquer pour que toutes ces ressources renouvelables, toute cette intelligence qui nous vient de la connaissance de la vie, soit de la vie humaine que la vie animale, que la vie végétale, doit être performée à l'avenir. Mais performée d'une façon moderne. Moi, je crois que nous devons penser à une nouvelle polymérisation des choses. Voilà, c'est mon idée. Traduisez. Moi, je crois que dans la vie, on crée toujours ce qu'on voit de moderne, de synthétique, existait déjà dans la nature, on l'utilisait. On l'utilisait sous forme de bois, sous forme de pierre, sous forme de fer. Maintenant, nous sommes capables de polymériser, donc avec la chimie, de reproduire ce qu'on avait à la main jusqu'il y a 50 ans. Lorsque je vous ai parlé de la grande bonification des terres en Hollande et dans la plaine du Pô, des choses que je connais, comme je connais ce qu'on a essayé de faire dans l'Entre Rios en Argentine. Ce sont des preuves d'habilité pour sortir des productions nouvelles, pour sortir de nouvelles ressources. Ça va être un des grands thèmes de cette discussion, de ce débat, ouverte encore une fois à tous ceux qui sont ici, aux étudiants qui auront envie de vous interroger, qui sont ici dans le cadre de la Cité de la Réussite. Alors pendant quelques moments, je vais vous poser quelques questions d'ordre général et peut-être, comme on dit, géopolitique, et ensuite on ouvrira le plus librement possible l'échange direct avec la salle. Le grand souci aujourd'hui, Raoul Gardini, pour chaque Européen, qu'il soit à l'Est ou à l'Ouest, et pour chaque Français, à l'évidence, c'est la crise du Golfe avec son cortège de conséquences. Est-ce qu'il y en aura dans votre domaine et lesquelles? La crise du Golfe, on aura toujours des crises dans l'humanité parce qu'il faut toujours avoir peur de ce qui se passe pour comprendre qu'il faut résoudre les problèmes qui se passent. Et je crois que dans un moment heureux de l'humanité, nous sommes mis face au grand problème de la convivence. Et face au grand problème de se confronter, ceux qui sont allés à l'avant et ceux qui sont restés à l'arrière, et comment se gérer ensemble les ressources. Je reviens toujours aux ressources parce que c'est là la base. Et on le voit que la base c'est là parce que la grande négociation, l'Uruguay Round, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Partager d'une façon équitable, d'une façon honnête, et je veux dire, honnête c'est très important, toutes les ressources que nous avons à disposition pour vivre ensemble dans le World Trade. Le World Trade est là, il n'était pas là il y a 2 ans ou 3 ans, mais maintenant le World Trade est là. Il faut en discuter avec la responsabilité qu'il doit nous soutenir pour faire ce travail. Oui, mais il y a une négociation commerciale importante dans le cadre du GATT, c'est ce que vous appelez et qu'on appelle l'Uruguay Round. Mais est-ce que dans ce domaine, vous qui êtes un si grand spécialiste des problèmes de l'agriculture et des négociations commerciales, on ne sent pas encore la puissance et l'arrogance des États-Unis? On sentira toujours la puissance et l'arrogance des États-Unis. Ils ont gagné la dernière guerre mondiale et
ils ont même gagné la guerre contre le communisme. Et donc, un peu d'arrogance est légitime, quand même. Mais je crois que maintenant, on doit partager. On doit partager le pouvoir d'être collaboratif. Je crois que les GATT est vraiment la démonstration que les pouvoirs se partagent. Les ressources sont devenues plus partageables. Ça, c'est une vision optimiste, parce qu'on sent bien qu'on demande de grands efforts aux paysans européens et français à l'avantage des fermiers du Texas ou d'ailleurs des États-Unis. Non, c'est pas tellement et seulement l'avantage des fermiers des États-Unis. Je crois que les Américains essayent, comme toujours, de donner une démonstration de fait de leur point de vue. Je crois que tous, nous, pouvons imaginer une agriculture mondiale plus équilibrée. Mais ça ne veut pas dire que nous devons donner, nous les Européens, que nous avons beaucoup travaillé pour faire une société nouvelle. Et je crois que les Européens ont fait une société nouvelle. Nous avons payé, tout le monde a payé pour créer cette société. Nous ne pouvons pas détruire tout ça d'un jour à l'autre. L'arrogance, c'est là, demander de détruire du jour à l'autre le système. Je crois que l'Europe, telle qu'elle est, ne peut pas se permettre de détruire n'importe quoi. Et surtout, l'Europe aura besoin d'avoir un système pour avoir de nouveaux Européens avec. On va parler tout à l'heure avec les étudiants de la politique de l'Europe en matière agricole, dans le monde tel qu'il est en train de devenir. Mais quand les Américains se disent de vrais libéraux, et dans le domaine de l'agriculture, est-ce que vous, Raoul Gardini, vous les croyez? Il n'existe pas les vrais libéraux, et les Américains surtout. Je crois que chacun de nous, chacun qui est sur le scénario, essaye, au moment donné, de prendre la meilleure place. Et je ne dis pas que ça c'est malhonnête, je dis qu'il faut savoir que les Américains essayent de prendre la meilleure place. Ils ont peut-être le droit de le faire, parce que comme je dis, ils ont gagné la dernière guerre mondiale. Et vous êtes un libéral? Moi je suis libéral dans le sens que je pense qu'il m'est utile vraiment d'être libéral. Parce que si on veut être genre mondial, il faut être libéral. Mais je sais bien qu'on ne peut pas se permettre d'être libéral dans toutes les places géographiques. On peut être un bon libéral peut-être en Europe, un libéral limité par des bilans à court terme aux États-Unis, un libéral impossible dans une économie, disons, telle que la sud-américaine où les similaires nationales existent et créent des problèmes énormes à la concurrence. Et donc il faut être libéral avec la tête sur les épaules. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la crise du Golfe, vous ne m'avez pas assez répondu. Est-ce que c'est un grand malheur, déjà, qui est cette crise, ou est-ce qu'il ne faut pas en profiter pour affaiblir, disons, les pétroliers américains, par exemple, et l'état d'esprit assez conquérant, pour ne pas dire spéculateur, que l'on a vu ces derniers temps? Moi, je pense que dans la mentalité des pétroliers, il existe un peu la mentalité des bananiers de l'autre époque et des grands traders. Ce qui veut dire une vision tout à fait égoïste un peu du problème des ressources. Moi, je pense que la vision égoïste des problèmes des ressources, c'est quelque chose qui va nuire beaucoup à tous les mondes qui sont en train de transformer les ressources et de les rendre utiles à la société. Qu'est-ce que ça veut dire égoïste pour vous? Les posséder. Hein? Les posséder. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment qui vous semble être inacceptable? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font exactement aujourd'hui parce que je ne suis pas un pétrolier et je ne suis pas tellement dans les métiers. Je dis, qu'est-ce que nous avons fait tous ensemble jusqu'aujourd'hui pour partager? Nous n'avons fait rien. Et je dirais que là, les pétroliers ont fait moins que tout le monde pour partager, pour être équilibré la situation des marchandises. Je parle toujours de situations. Et je vous parle de la... Je vous dis Banana Company. Je sais qu'est-ce qu'il veut dire Banana Company. C'était prendre les ressources, les tirer au maximum et exporter son argent à la maison d'origine. Ça, c'est une mentalité, à mon avis, qui risque d'ennuyer beaucoup le capitalisme. Nous avons besoin aujourd'hui de ne pas faire des erreurs historiques. Et donc, les erreurs historiques, nous les avons déjà faites. Nous avons payé pendant 70 ans la confrontation avec le communisme. Ça, il ne faut pas le répéter. Justement, vous avez parlé tout à l'heure des grandes réformes qui ont lieu en ce moment en Union soviétique avec un succès, il faut dire, limité.
Et d'ailleurs, M. Gorbatchev, quand il était ici, savait à quelles difficultés pour la perestroïka il allait avoir à faire face. Vous, vous connaissez, vous êtes d'ailleurs des agronomes tous les deux, vous avec un peu plus de succès que lui. Hein. À votre avis, d'abord, combien vous cultivez d'hectares en Ukraine? Parce que vous êtes présent en URSS. Nous avons négocié avec le gouvernement russe une exploitation d'environ 500 000 hectares au point de vue non seulement agricole, mais intégré. Lorsque je dis intégré, qu'est-ce que veut dire ça? Imaginez une structure industrielle qui prend la matière première qui est nécessaire à la transformation dans un territoire connu et structuré pour. Donc c'est quelque chose de très moderne que nous imaginons pour ce territoire. C'est exactement la taille qu'on voudrait voir peut-être dans la Seine-et-Marne ou dans la plaine du Pô pour une grande usine sucrière, une grande usine matière grasse, une grande usine amidon. Donc c'est là que nous pensons que nous avons proposé quelque chose d'extraordinaire pour la situation actuelle des Russes. Et moi je pense qu'ils peuvent le faire, parce que j'aime beaucoup de faire cette confrontation. Agricole, c'est une confrontation agricole. Il y a une petite ville à côté de Ravenna dans laquelle nous avons nos avions. Et il y a un mois ou 2 mois, il y a toujours là-bas un Antonov, un grand avion. Je ne sais pas le faire, un Antonov. Et il vient le soir ou le matin, il fait une grande charge de poulets et il part vers la Russie. Alors, avec des poulets ou des poussins? Des poulets poussins. C'est pas... Et voilà, tous les jours, des poulets par des Forli vont en Russie avec un Antonov. À quel prix? Quel est? Et là, c'est le problème pour les Russes. À quel prix vous voulez fabriquer vos poulets? Si c'est le prix de les transporter avec un Antonov, c'est sûr que vous avez la possibilité de commencer à calculer et voir comment rentrer dans le système des prix. C'est un cas, à mon avis, très intéressant et en plus, il m'amuse parce que tous les jours, je vois l'Antonov, que je ne sais pas faire. Peut-être que nous pouvons essayer de faire des poulets pour les Russes. Mais ce sont les hommes de Feroutzi qui travaillent sur les terres agricoles de l'Ukraine ou ce sont les soviétiques que vous formez qui travaillent? Nous avons une équipe de 40 personnes qui sont là il y a 2 ans, qui travaillent là-bas tous les jours et ils essayent de démontrer qu'avec les nouvelles variétés, avec une organisation parfaite des machines, avec une intervention, disons, sur les maladies, à un moment donné, on peut doubler leur performance. La performance normale aux États-Unis. Et ça coûte rien, ça c'est marginaux. Ce sont des coûts marginaux, ce que nous proposons des ressources. Vous faites là-bas, vous créez là-bas, Raoul Gardini, une sorte de laboratoire. Parce que quand ils auront réussi à augmenter la productivité, qu'est-ce qu'ils vont en faire dans un système général qui est détraqué? Oh, il faut faire la logistique, il faut faire l'usine, il faut faire tout ça. Et ça prend le départ. C'est pas difficile, vous savez, il faut seulement vouloir le faire. Et du moment que j'ai vu, et c'est après 40 ans que j'ai fait mon travail, j'ai vu beaucoup de choses impossibles arriver. Et alors on disait, eh bien, ça c'est une bêtise, ça c'est impossible, c'est l'utopie. Et c'est pas vrai, l'utopie, c'est beau, bien, parce que si on sait l'amener au résultat. Et nous avons fait l'Europe, enfin. Moi, je suis content d'être un de ces gens qui a cru qu'on pouvait faire l'Europe, et donc c'était plus difficile que faire la Russie, et que refaire la Russie. Et Gorbatchev, il peut gagner? Ah, il doit gagner. À partir de l'agriculture? Non, je ne dis pas à partir de l'Antonov, en comprenant l'agriculture. Dans la maison commune de Gorbatchev, alors les jardins et les fermes, elles seront travaillées par Feroutzi. Espérons-les. La machine de prix est quand même la chose la plus importante. C'est qu'on me demande si on peut s'associer. Je peux m'associer seulement lorsque je connais qu'est-ce que je vais dépenser et ce que je vais tirer du fait que j'ai travaillé et donc j'ai perdu mon temps. Je crois que lorsque la machine de prix est là, lorsqu'on peut comprendre, c'est pas tellement important qu'il soit une bonne machine. L'important, c'est qu'on connaisse la machine de prix. Nous avons une machine de prix communautaire, tout à fait différente de la machine de prix des États-Unis, mais ça va, ça peut aller. On travaille et on peut réussir. Vous aimez vous exprimer en français, comme ça, devant un grand public? Je ne sais pas si vous en avez l'habitude. Moi, je suis italien, mais j'ai l'habitude que je pense en français.
Et après, pour moi, c'est pas facile d'en parler, mais pour penser, Alors on j'aime continue penser en sur français. une question qui est importante et qui est une sorte de suspense au niveau européen et qui vous concerne directement. Là, on ne fait pas de la philosophie politique générale. Aujourd'hui, toute l'Italie, une grande partie de l'Europe attendent la fin de la polémique de Ferruzzi avec l'État italien à propos de la grande compagnie Enimonte. On peut en parler là. Oui. Bon, grâce au génie et à l'astuce de vos financiers, vous êtes dans cette société mixte, l'État et vous, et actionnaire à 40%. C'est une bataille personnelle d'une grande importance, une bataille économique en même temps pour Gardini. La question, je ne sais pas si vous allez répondre, est-ce que vous achetez les 40% détenus par l'État ou vous vendez ce que vous avez? Voilà, c'est les moments intéressants. Attention, là, pas de... Ce sont les moments intéressants de la vie. Lorsqu'on doit se décider à la fin qu'est-ce qu'on doit faire. La vérité. La vérité sera là seulement au moment où la vérité donnera, il y aura les conditions parce qu'elle existe. Maintenant, tout le monde travaille pour démontrer quelque chose d'inutile, à mon avis. Un prix. Un prix qu'on pouvait faire, et tout le monde le connaît. Moi, j'attends les conditions et les prix. Mais surtout les conditions, parce que les prix, c'est quelque chose qui vient après. Moi, je vais savoir si je peux travailler comme un entrepreneur en Italie ou si je dois travailler comme un employé de l'État. Si je dois travailler comme un employé de l'État, moi, je ne vais pas du tout travailler comme un employé de l'État. Si je peux travailler comme un entrepreneur européen et mondial, je vais même dire, alors je serai heureux de pouvoir rejoindre l'Archimede Monte, disons, qui est quand même beaucoup plus intelligent de celle d'Enimonte, et les amener ensemble dans l'avenir que j'imagine possible pour une grande société industrielle italienne. Dans combien de temps la décision est-elle prise? Ah voilà, c'est pas moi. Moi, je respecte toujours mes échéances. Les renvois, je crois que nous sommes à la fin. Je dois recevoir une lettre. Si ce soir est là, les 100 jours pour répondre, et moi, j'ai l'habitude de donner des réponses. Oui, mais alors précisons, pour le moment, est-ce qu'on agit avec vous de la part de l'État italien comme si vous étiez un employé de l'État italien? Un peu, mais je me considère même un peu un employé de l'État italien, mais seulement un peu. Je pense que nous avons fait tout notre devoir comme citoyenne italienne pour représenter avec dignité l'entreprise italienne que nous aurons et l'entreprise mondiale que nous aurons. Ce que je crois, à ce moment, il faut pour nous, les Italiens, comprendre que les limites, disons, physiques et de notre nationalité sont disparues. Nous ne sommes plus des Italiens. Heureusement, pour nous, nous sommes des Européens. Comme je dis, heureusement pour les Français, nous sommes des Européens, et heureusement pour les Allemands, nous sommes des Européens. Si on comprend cela, c'est inutile de se disputer. C'est inutile de disputer sur le sud et sur le nord. Nous, on comprend. Mais l'État italien, il comprend? J'espère. L'État italien a toujours compris ce qu'il fallait comprendre au moment donné. Et vous savez, nous avons une société difficile, beaucoup plus difficile que la vôtre. Nous sommes sous plusieurs latitudes et nous avons beaucoup de problèmes, disons, que nous n'avons pas voulu résoudre parce qu'on pensait que l'Europe n'existait pas. Moi, je suis sûr que si les Italiens avaient compris que l'Europe venait et qu'il venait vite, nous n'aurons pas aujourd'hui tous les problèmes qu'on imagine d'avoir. Parce que nous, on a très peu de problèmes. Nous, il nous faut comprendre que nous sommes des Européens. Nous sommes rentrés dans les grands peuples consommateurs, tous, les pauvres et les riches. Et on peut aller ensemble à l'avenir. Mais quels sont concrètement, pour vous et votre groupe, le besoin et les avantages d'Enimonte dans la stratégie que vous avez? Est-ce que vous pouvez vous en passer et vous dire, bon, ben, si on continue à nous embêter, on rend ce qu'on a? Sûr que ça. C'est sûr. Moi, je sais, calcul à la main, que pour être mondial, je n'ai pas besoin d'Enimonte. D'Enimonte. Oui. Moi, je sais aussi que pour être un bon Italien, il me faut Enimonte. Avis. Mais que c'est dur, hein, Monsieur Gardini, la vie et les confrontations politiques dans la plupart des États qui vivent à l'intérieur de leurs frontières nationales, avec
les dirigeants et aussi les partis politiques, parce que chez vous, c'est assez compliqué aussi. Et c'est un frein supplémentaire. Bon, c'est nous c'est la chose la plus compliquée qu'on puisse imaginer. Alors, en France, par exemple, c'est beaucoup moins compliqué. Moi, j'ai eu beaucoup d'occasions pour me confronter même avec l'administration française. Ça va, ça travaille. L'acquisition de Béguin, c'était une affaire qui a été une affaire intéressante et stratégique pour le pays. Intéressant, ça veut dire quoi, comme ça? Intéressant au point de vue stratégique. Le problème pour nous, lorsqu'on a essayé d'acheter Béguin, c'était de faire comprendre qu'on ne voulait pas gêner aux intérêts nationaux. Parce que vous savez bien, comme moi, qu'il y a 10 ans, le sucre, c'était encore considéré un des éléments stratégiques de l'économie. On avait des stocks stratégiques. Et je me rappelle, aux années 60, on avait les stocks stratégiques de corps gras. 68, l'huile de tournesol est tombée sur les marchés parce que l'Europe, qui était unifiée, a vendu les stocks stratégiques de corps gras. Donc, j'ai eu du mal à faire comprendre, même en France, qu'on voulait faire quelque chose de très européen. Maintenant, on l'a fait. Et nous sommes très heureux de l'avoir fait. Je crois que les employés et les autres actionnaires sont très contents qu'on ait réussi, nous, les Italiens et les Français, d'Eridani et Béguensé, à former une société européenne qui a dépassé ses limites et est devenue une société allemande, une société espagnole, une société, disons, vraiment européenne avec un très important chiffre d'affaires d'environ 8 milliards de dollars, ce qui n'existe pas et ce qui n'existe pas en Europe avant que nous, on commençait par le faire. Voilà, la discussion est ouverte. Maintenant, c'est aux étudiants de poser les questions les plus directement possibles, parce qu'on a déjà constaté que vous êtes une personnalité qui a accepté le débat et le plus franc et direct. Mademoiselle, alors allez-y. Et puis, dans la salle, qui veut intervenir? Bonjour, je m'appelle Sbaraini Antonella. Alors, attendez, vous ne bougez pas le micro, vous le mettez près de vous et vous parlez fort pour qu'on entende bien. Ok. Je voudrais bien vous poser la question suivante. Quelles ont été les motivations de la fusion entre Montedison et Ferrucci Agricola et aussi les conséquences au niveau de l'organisation et des nouvelles technologies? Merci. Et vous êtes d'où? Italie. Voilà. Vous êtes de Ravenne peut-être aussi, vous habitez en face de chez lui, non? À peu près. Ah voilà. J'aurais voulu faire... Vous pouvez répondre tout de suite? Oui, bien sûr, au contraire, le plus directement possible. J'aurais voulu faire une fusion européenne entre toutes les sociétés et la placer peut-être à Bruxelles, que c'est la bonne place pour une société holding. Mais à un moment donné, la chose à faire pour nous, c'était de faire une première fusion entre les activités industrielles et les mettre en dessous et d'une façon bien claire et nette en tant que société industrielle. Ferrucci Agricola possédait les actions de Montedison, Montedison possédait les actions de Nymont, de Farmital, d'Herbamont et tout ça. Nous avons imaginé, après un long travail qui a duré 10 ans, qu'il était le moment de faire cette fusion et dire maintenant cette société s'appelle Montedison, il a 2 branches industrielles. Une société ou une branche industrielle sur l'agro-industrie, c'est quoi, 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. De l'autre côté, une société industrielle dans la chimie. Je crois encore 8 milliards de chiffre d'affaires sans Enimont. Au centre de tout cela, il y a notre développement de la recherche et de la technologie. C'est un coup commun, c'est un travail commun qu'on va faire pour sortir quelque chose de nouveau. Je crois que la nouvelle société que nous sommes en train de créer donnera à tous les managements de la société la possibilité de s'exprimer au mieux au centre du problème de la recherche, de l'innovation, de la technologie. Pourquoi faire? Pour quelle perspective? Quels actes de recherche? Quels axes? Pour faire la concurrence. Et la concurrence, qu'est-ce qu'il veut dire dans mon point de vue? La concurrence, pour moi, c'est de gagner pour faire la meilleure voiture, les meilleurs textiles, les meilleurs pneus, la meilleure chimie et la meilleure agriculture mondiale. Pour dire au GATT prochain qui vient, bien, mes amis, nous sommes prêts à tout faire pour nous battre sur la concurrence mondiale. Au prochain GATT, je voudrais bien qu'on puisse dire aux Japonais, bien, venez mes amis,
Venez sur les marchés, on va vous montrer qu'on sait bien faire les voitures, qu'on sait bien faire les pneus, sait bien faire les textiles, on sait bien faire l'agriculture et on peut se battre parce qu'on a la place pour le faire. Et vous le dites aux Japonais, mais vous leur dites, venez, on va vous montrer comment on fait vos voitures ou comment on fait nos voitures. Les nouvelles voitures. Question. Bonjour Monsieur Gardini, je suis français, je suis étudiant en 3e cycle à l'ESSEC à Paris en agroalimentaire. Et j'aimerais savoir où en est aujourd'hui les marchés financiers et les marchés agricoles. Vous aviez eu des problèmes il y a 2-3 ans avec le marché, le Board of Trade à Chicago. Vous aviez déclaré à l'époque que le marché nécessitait, avec des grands groupes comme vous, une reconstitution, en quelque sorte, des marchés. Qu'est-ce que vous pensez et quel est votre pouvoir actuel dans le marché des céréales dans le monde? Belle question. La dimension des marchés, la dimension des sociétés, là, c'est la grande nouveauté. À Chicago, comme à Milan, je crois comme à Paris et comme tout le monde, on n'était pas habitué au grand volume concentré. C'est sûr de ça. Parce que moi, j'ai vu les grands fabricants, les grands traders, aux années 80, on était plusieurs. On était plusieurs et on n'était pas industrialisés. Maintenant, après la guerre que nous avons faite, la guerre commerciale et la guerre de déconcentration, nous sommes devenus, et nous sommes avec eux, 4 ou 5 grands traders et grands industriels de la grande industrie. Et sûrement, nous allons à Chicago avec notre puissance d'achat et notre puissance de vente. Moi, je ne crois pas que c'est nous qu'on a fait un désastre à Chicago, c'est de Chicago qui n'a pas la taille telle qu'il était pour prendre contact avec la nouvelle dimension industrielle et des marchés. Lorsqu'on doit fournir des États, lorsqu'on doit fournir des problèmes tels qu'ils avaient la Russie à l'époque, on doit savoir qu'on peut acheter du futur. Et s'il y a des gens qui vendent du futur, il doit les livrer. N'importe quelle condition, il doit les livrer. Et je crois qu'ils ont perdu l'occasion à Chicago de démontrer qu'ils étaient capables de livrer. Et à la fin, peut-être que nous ne pouvons pas avoir en arrière notre argent parce qu'ils ne risquaient pas leur argent, les gens de Board Trade of Chicago. Mais la vérité, c'est cela. Chicago est devenu, comme Milan, comme Paris peut-être, comme Londres, un marché comme les autres. Il faut faire attention, être à la taille de la nouvelle dimension des affaires mondiales et globales. Et je dis, heureusement, je suis à la place dans l'agro-industrie pour être capable de générer des tournements. La même taille qui nous a permis de générer des tournements sur le marché de Milan lorsqu'on a fait l'acquisition de Montediro. Mais la vie continue, les gens prennent conscience, tout le monde va travailler sur la nouvelle utopie de faire un bon marché comme il faut. Bonjour, je m'appelle Roberto Bocca, je suis de l'ISEC d'Italie et je voudrais savoir, à votre avis, quel est le rôle de l'État dans l'économie? Le rôle de l'État? Oui. En France, en Italie? Dans l'économie en Italie, c'est possible. On l'a un peu dit tout à l'heure, mais on peut préciser. Non, mais je vais dire qu'est-ce que nous devrions faire alors. À mon avis, parce que c'est toujours un avis tout à fait privé. Moi, je pense que lorsque nous avons fait signer tous les États membres, nous avons signé le traité de Rome, nous avons pris une mission. C'était l'unification. C'était à 6, après 8, après 10, après 10. Mais le traité de Rome n'a jamais été changé. On s'est dit ensemble, on va créer une communauté avec une base sociale connue, dans laquelle certaines choses sont garanties à tout le monde pour revenir à une nouvelle société plus humaine et plus performante. Et moi, je lis ça, je le lis très bien, j'avais 25 ans, je dis, voilà une chose intéressante qu'ils ont écrite. Et j'ai toujours travaillé pour aller avec et dans cette direction. Mais nous, maintenant, nous avons fait ces grands pas. Alors, ce n'est pas tellement important qu'est-ce qu'on fait au niveau national, parce qu'on est trop loin pour revenir en arrière. Nous avons délégué beaucoup de pouvoirs, nous avons délégué notre dessin stratégique auquel nous nous plaçons. Il nous reste qu'à faire une bonne administration nationale, locale,
régional, appelez-le-vous comme vous voulez, Oui, mais mais c'est ça. il faut un magicien pour ça. Vous dites, il nous reste qu'à faire cette administration. Mais c'est un problème historique de taille considérable, non? Non, l'important c'est que nous, on ne se trompe pas à Bruxelles. Après, localement, on peut se tromper pour quelques années encore. Vous n'avez C'est pas envie de très- faire de la politique, vous, Monsieur Gardini? Non. La politique, ça vous tente pas? Mais moi, c'est quoi de temps en temps, je me rends compte que j'ai fait de la politique. Mais enfin, je pense de le faire avec toute sincérité et sans me mêler trop dans les résultats finaux. À une autre échelle. À une autre échelle. Des questions? Alors on va essayer de ne pas suivre là une rangée, un Italien, un Français, un Italien, un Français, puis avec une dominante italienne. Vous êtes trop sage pour Monsieur Gardini. Hein? Alors essayez de vous secouer, de vous réveiller. Qui a envie de poser des questions à Monsieur Gardini, par-ci, par-là? Les micros sont ouverts. Vous pouvez lui poser toutes les questions surtout. Je vous en prie, levez-vous. Allez-y. Oui, bonjour, Patrick Collard de la IESEC France. Vous nous avez parlé des investissements récents en URSS. J'aimerais savoir si vous avez d'autres pays qui vous intéressent et si oui, lesquels, dans les pays de l'Est. Oui, nous avons déjà, d'après longtemps, des investissements, et même avant la chute du mur de Berlin, on avait des investissements en Russie, avec des projets, avec des licences que nous vendons en Russie. On avait des projets en Hongrie, sur la chimie. On a des projets en Pologne, des projets en Tchécoslovaquie, dans l'agro-industrie, à travers une société américaine contrôlée par Begin qui s'appelle Central Soya, donc les aliments en bétail. Une autre frontière très intéressante que nous avons performée à travers notre connaissance de la pharmaceutique. Et donc nous avons une division VTEM que nous connaissons assez bien. Donc nous connaissons assez bien la possibilité d'aller vite, disons, dans la direction d'améliorer les performances qui viennent tout à fait après la bonne agriculture. Nous pensons d'avoir fait même là un projet intéressant pour l'exportation. Nous sommes allés pour la chimie beaucoup plus loin que nous sommes allés pour l'agriculture. Et nous avons proposé de créer aussi des centres, disons, de rencontres d'utilisation des matériaux tels que, par exemple, les polypropylènes ou les polyéthylènes ou d'autres polyolefins. Et ça peut aussi se faire. Parce que dans le cas de l'agriculture, comme je vous ai dit, le problème c'est de réduire un déficit, donc une dépense de dollars. Et dans le cas de la chimie, c'est l'occasion pour faire rentrer de la devise. Et encore plus de devises si vous avez ajouté à l'énergie qui existe en Russie et qui existe par exemple en Roumanie, une valeur ajoutée que c'est l'industrialisation. Donc un peu plus d'industrialisation dans l'énergie, un peu plus d'épargne dans les dépenses. C'est pour ça que nous pensons que c'est un succès, ce que nous pouvons proposer. Je vous en prie. Allez-y. Monsieur Barré, je ne suis pas étudiant, je m'en excuse, je suis président de la Société des agriculteurs de France. Et Monsieur le Président Gardini, ma question sera double et plutôt politique. N'a-t-on pas tendance à considérer que la matière première agricole doit rester essentiellement alimentaire pour rester une arme stratégique sur le plan politique? Ma première question. Et ma deuxième également politique. Vous dites à l'échelle nationale, européenne mondiale, ou mondiale? à l'échelle mondiale. Ça inclut le tiers-monde. Ça inclut le tiers-monde. La matière première agricole doit rester essentiellement à utilisation alimentaire pour rester une arme stratégique importante sur le plan politique. Et ma deuxième question est européenne. La presse, et en particulier la presse française, dit actuellement que le rapprochement des deux Allemagnes, au niveau de l'Europe des 12, risque de renforcer un axe Paris-Rome, pour lequel, je pense, le groupe Ferruzzi serait bien placé. Qu'en pensez-vous? Alors, non, moi je crois que nous devons considérer à niveau continental stratégique la production agricole. Mais ça, à mon avis, c'est un travail qu'on doit faire seulement au niveau continental. On ne peut pas imaginer d'avoir de l'agriculteur privé et de l'agriculture privée nationale. Et le grand patrimoine de la France, c'est d'avoir une bonne, une belle, peut-être la meilleure après celle de la plaine du Pont,
agriculture, agriculture européenne. Mais c'est un cadeau du bon Dieu même avoir une bonne agriculture parce qu'il faut de l'eau, il faut un territoire plat, il faut des hommes capables de la gérer. Mais je ne voudrais pas, et je ne voudrais pas du tout, faire les grandes erreurs de considérer national un produit qui est le patrimoine de la communauté et par laquelle la communauté a fait beaucoup d'efforts pour encourager tout le monde d'être présent. Au point de vue stratégique, nous pouvons considérer seulement que nous devons résoudre les problèmes du Midi de la France, du Midi de l'Espagne, de la Grèce et peut-être du sud de l'Italie. Comment? Et l'améliorer. Comment? Là, ça, c'est un problème d'environnement. Moi, je suis sûr que nous avons la possibilité d'utiliser les meilleurs corps gras au monde, l'huile d'olive. Ça, c'est un problème de goût et à mon avis, c'est un problème d'habitude. Nous avons l'olivier. L'olivier, c'est notre paysage. Et je crois que nous devons tout faire parce que notre paysage soit plein d'oliviers. Coûte que coûte, je dirais même, parce que ça, c'est notre paysage. C'est le paysage qui est à nous et c'est le paysage qui est de l'autre côté de la Méditerranée. Là où nous retrouvons le pétrole, là où nous avons besoin de vivre avec. Ça vaut pour la Turquie, ça vaut pour l'Algérie, ça vaut pour le Maroc, ça vaut pour tout le monde. Un bon paysage d'oliviers. Oui, mais pour avoir un beau paysage avec des oliviers, ou pour quelle destination finale sur le plan économique? Pour sortir les hommes des difficultés géographiques et d'altitude. Je ne crois pas que nous ne pouvons maintenir des hommes sur un territoire horrible tel qu'il est aujourd'hui, le territoire montagne. Nous avons besoin de la montagne. La montagne, c'est quelque chose de laquelle on n'a plus besoin d'habiter. Il a besoin de la conserver, de la rendre agréable, mais nous avons besoin des hommes qui descendent, qui viennent avec les autres à travailler, à comprendre les changements. Les changements, on ne peut pas les comprendre si on reste à la montagne. Et ça, c'est terrible ce que vous dites, parce qu'il y a des gouvernements qui font des efforts, qui donnent des subventions et des aides pour restaurer l'agriculture de montagne. Vous leur dites zéro, erreur. J'ai dit non, j'ai dit aidons à devenir un bon paysage, aidons à le devenir même avec une humanité qui est là, mais une humanité particulière, celle qui aime d'être là, qui est capable de gérer ce territoire d'une façon aimable pour eux, qui ne soit pas un sacrifice, qui ne soit pas un cadeau, qui soit quelque chose tel qu'il est dans les Highlands, la possibilité de rester et de conserver le territoire pour les gens du week-end. Je ne dis pas pour les gens du week-end, mais pour les gens de l'Europe qui veulent se promener dans un paysage comme il faut. Ça, c'est possible à mon avis. C'est pas là, on ne le voit pas toujours aujourd'hui, mais demain, on peut le voir. Et j'espère que nous allons faire ça. Et il faut sortir, il faut vraiment sortir cette partie de l'humanité marginale qui se retrouve encore en Europe, qui est roquée sur des positions de subventions. Nous avons donné beaucoup de subventions, nous, pour les fermiers, et on l'a fait pour rendre possible la stabilité sociale à un certain niveau qu'on connaissait. Je crois que maintenant, le niveau qu'on connaissait est dépassé. Le niveau qu'il faut connaître, c'est le prochain, celui du niveau des grands consommateurs européens sans le sens de coupe d'être, je ne sais pas comment dire, des mauvais capitalistes. Vous avez, vous, une vision prophétique. Bon, mais si j'étais paysan, moi, et si je représentais comme monsieur un certain nombre d'agriculteurs français, est-ce que j'aurais à désespérer de mon avenir, de celui de ma famille, etc. Ou il faudrait que je fasse une reconversion totale dans mon propre métier ou vers un autre métier, une autre profession? Si vous rentrez dans les nationales, je dirais que les Français doivent être heureux de ça, parce qu'il y a des gens, eux, ils sont déjà à la place. Ce sont les autres qui doivent revenir à la place, qui doivent descendre, qui ne doivent pas considérer des gens du Sud, donc des émarginés, des gens avec des problèmes qui n'existent pas du moment qu'ils sont des citoyennes européennes. Et donc le coût de ça, c'est un petit coût. Moi, je crois que c'est la prise de connaissance. On peut enlever certains subsides inutiles, donc marginaux, pour consentir à être performant et permettre à ceux qui pensent que l'humanité, que le monde n'est pas changé, de venir voir que le monde est vraiment changé, qu'on peut aller avec plus loin de ce qu'on imagine à travers des règlements qui ont été fixés il y a 30 ans. Mais je ne dis pas d'abandonner, je dis attention, ça on peut faire. Mais
c'est pas pour les GATT ce que je dis, c'est pour nous, les Européens, on peut améliorer, on peut connaître mieux la situation réelle. Et ça, c'est nécessaire, parce qu'il y a des vendeurs, des menteurs, qui essayent de dire encore aux Européens, restez là, on va donner une aide pour rester là, et vous aurez un emploi, vous serez garanti dans l'avenir. C'est qui les menteurs? Qui c'est sont pas les ça menteurs? qu'il faut faire. Qui sont Les politiques en général. Lorsqu'on aide, on essaye d'aider, on essaye de maintenir dans l'ignorance et dans l'incohérence du moment économique tel qu'on le voit, on fait du mal. On fait du mal à des gens qui ne savent pas, n'arrivent pas à concevoir que les mots aient changé. Les Européens, je dis. Peut-être pour les Arabes, ce n'est pas encore arrivé. Peut-être pour certains Européens, ce n'est pas arrivé. Mais je crois que pour les Italiens, le moment est vraiment arrivé. Et la question sur l'unification allemande avec les conséquences, c'est l'axe Paris-Rome. Hein? Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup parce que j'ai eu la chance, ou la mauvaise chance d'être à Berlin lorsqu'on commençait. On était dans les bureaux de M. Willy Brandt avec la commission matières grasses de l'époque. Et on était très peu. On était 4 ou 5, même pas tellement intéressés. Mais on a vu ça et on espérait que ça tombait. Et on sait bien que l'Europe est restée toujours ouverte un peu, là, au-dessus du mur. Il y avait toujours un flux de marchandises, d'idées, etc. Moi, je considère que nous n'avons rien à perdre, nous les Européens, du fait que l'Allemagne est unifiée. Et je crois que nous avons seulement à gagner. Nous avons seulement à gagner parce que nous avons une frontière plus large. L'ouverture de cette unification, qu'est-ce qu'il donne à l'Europe? Une grande frontière, plus grande, sur laquelle développer, come devo dire, il sogno che noi abbiamo di diventare di più, d'être plusieurs, plus coincés, plus concentrés sur ce problème d'être un grand continent en vue de croissance et en vue de se réaliser. C'est lorsqu'on aura terminé ce travail que nous devons nous préoccuper. Mais lorsque nous ouvrons de nouvelles frontières, lorsque nous pouvons avoir de nouveaux partenaires, lorsqu'on peut apprendre quelque chose qu'on sait aux autres, nous aurons la chance de pouvoir le faire et heureux les Européens. Mais j'ai dit tout à l'heure que votre défaut, c'était que vous étiez optimiste. Mais si vous étiez éleveur de viande bovine ou ovine, est-ce que vous diriez la même chose avec l'ouverture du mur et de l'autre Allemagne, avec ce que l'Allemagne de l'Est a envoyé vers à la fois la France et peut-être l'Italie? Je crois que, oui, non, peut-être je ne sentirai pas ça. Je suis trop préoccupé, je me plaignerai. Mais je pense aussi que les hommes doivent avoir peur. Les hommes doivent avoir toujours peur de quelque chose qui arrive. Les moments, c'est que les moments soient les moments donnés. Et je crois que ça, c'est le moment donné pour avoir peur et avoir courage. Parce qu'on n'a rien à perdre, tout à gagner, à avoir le courage d'être européen aujourd'hui et de se comporter par conséquence. Nous, les riches, même ceux qu'on considère les plus pauvres. M. Gardini, et quand vous entendez dire que le contribuable de l'Europe se plaint que la politique agricole commune lui a déjà coûté beaucoup d'argent et qu'il faudrait la faire disparaître? Les contribuants à la grâce d'être un bon contribuant vis-à-vis de la politique européenne qui a été faite. Et il y a seulement une politique européenne que je connais qui a été menée au succès, c'est la PAC. On en aura d'autres peut-être, mais jusqu'au moment actuel, la seule chose qu'on a menée vraiment au succès, c'est la PAC. Et vous voyez, nous sommes en train de faire une monnaie unique parce que nous avons eu la PAC, parce que nous avons confronté... On a tous compris que la PAC, c'est la politique agricole commune, parce qu'on n'est pas tous des grands experts comme vous. Exact. Les monnaies vertes, que maintenant on est en train d'oublier, ce sont les monnaies qui ont formé l'écu, qui ont formé l'échange, qui ont formé ce qu'on dit aujourd'hui les prix, le prezzo centrale, la monnaie, les bandes d'oscillation. C'est quelque chose d'agricole, vous savez. La récolte future, on dépensait un an avant la dévaluation des monnaies possibles communautaires. Ça, c'est le grand travail intellectuel qu'on a fait sur les monnaies à travers l'agriculture. Et si on aura un jour un écu, bien, je crois, il faut se rappeler des monnaies vertes. Et il faut les oublier même, les monnaies vertes, parce que c'est de la protection, c'est de la compensation, c'est de l'infraction différentielle.
ce qu'on doit éviter pour l'avenir. Bonjour, Ziad Iskandar, je suis libanais. Ma question est moins politique, plutôt technique. Quels sont les enjeux de la découverte du plastique biodégradable pour vous? Ce n'est pas un découvert. Parce que, comme disait hier soir mon ami Jean-Pierre, la polymérisation naturelle s'est faite par la photosynthèse et donc on n'a rien découvert. On essaye seulement de la rendre plus performante. On essaye seulement de la rendre utile. C'est notre problème, la rendre utile. On peut faire du papier nouveau, on peut faire des encres nouveaux, on peut faire des sacs nouveaux. À partir de quoi? De l'amidon, par exemple, mais du sucre. Des scènes de la chimie travaillent avec vous si vous les aidez à le faire. C'est sûr qu'il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire que ça c'est difficile. Parce que tous les chimistes savent que ça c'est pas difficile. Ça c'est possible. Mais il faut croire qu'on doit le faire. Il faut croire qu'on aura un marché. Il faut croire qu'on aura des nécessités avec notre environnement que jusqu'à maintenant, nous avons négligé. Lorsque je dis je crois à l'énergie agricole, lorsque je dis je crois à la chimie agricole, je veux dire l'environnement est là pour ça. L'environnement, c'est construire une nouvelle physionomie des produits possibles et les imaginer utiles pour la production agricole. Et alors, nous allons donner une mission. Nous allons donner une mission intelligente. Parce que je comprends bien, pour les fermiers, c'est une limite. C'est une limite, c'est considéré éleveur de bétail. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un complexe là-dessus. Lorsqu'on parle avec des gens qui font l'élevage de bétail, on se trouve dans une situation, on a l'impression qu'on parle de quelque chose, une diminution. On se trouve dans alors, il faut imaginer qu'il y a un passage ultérieur à faire pour rentrer dans la nouvelle philosophie que je considère utile de produire pour l'industrie chimique et produire pour l'énergie. Ça, vous l'avez fait. Vous avez rapproché déjà la chimie de l'agroalimentaire. Exact. Il y a sans doute, grâce à la recherche dans votre groupe, Ferruzzi, d'autres perspectives. Enfin, sans nous révéler des secrets, Gardini, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Comme la surprise qu'on a vue en voyant les transformations à partir du maïs. Le sucre, c'était peut-être un peu plus connu, mais le maïs. Oh, le maïs. Vous me demandez qu'est-ce que je prépare. Oui. Je vais essayer de vous dire très simplement. Je vais préparer une grande économie d'énergie fossile pour notre groupe. Toute l'économie qui est possible. Tous les éléments qui sont étranges, disons, à la destruction sans pollution, nous ayons de les conduire à la chimie et de les polymériser au mieux pour donner des composites, pour donner des matériaux nouveaux, plus performants. Ça, c'est la philosophie du groupe. Là-dedans, nous avons des matériaux qui doivent être détruits ensemble dans la combustion. Ça, c'est une récupération d'énergie. De l'autre partie, nous imaginons qu'il y a des choses qu'il faut faire qui soient biodégradables. Parce que c'est nécessaire d'avoir quelque chose de biodégradable, parce que c'est les prêts à jeter, toutes ces choses-là, on ne peut pas les considérer comme à flamber. Dans ce scénario, il y a des millions de tonnes de choses à faire. Mais je ne sais pas quelles. Je vous dis, c'est la recherche. Je vous dis, nous sommes là pour faire ça. Et nous voulons faire ça. Et ça, c'est l'innovation. Ce n'est pas la pétrochimie, ça. Oui, ça, c'est l'innovation. Vous avez donné une impulsion à la recherche et des moyens considérables. Je crois qu'il ne serait pas inintéressant que vous nous rappeliez ce que ça représente pour vous, la recherche, dans le groupe. Nous dépensons, je crois, environ 600 millions de dollars en recherche dans tous les rayons. Nous en dépensons dans la pharmaceutique et nous en dépensons... Et je n'aime pas de dire en dépensons. Nous investissons. Nous investissons dans la recherche, à Ferrara par exemple, dans les nouveaux matériaux. Tous les gens de la chimie savent que c'est là où les nouveaux matériaux sont nés dans le monde. Pour l'innovation de mécénat a été fait à Ferrara, à travers Monté, disons, et je suis très heureux de dire que ça continue. Non, mais globalement, moi j'ai essayé de convertir ce que vous avez dit en dollars l'autre jour, et je pense que vous avez comme budget pour la recherche l'équivalent de tout le budget de l'INRA en France. Certains verront à peu près quelle dimension ça représente, ou que ça représente, on a calculé 6 Mirage 2000. 6 Mirage 2000.
dans le contexte actuel, c'est des sommes et des exemples qui frappent assez, et vous dites que vous allez continuer. Dans le domaine de la recherche médicale, on en parla tout à l'heure, et je suis heureux de voir et de saluer Madame ici qui a eu le prix Nobel de médecine en 86, Madame Rita Levi Montalcini. Je suis très fier de vous avoir ici parmi nous. Monsieur Gardini a beaucoup de chance parce qu'il vous a facilement avec lui. Quand quelquefois on a voulu vous interroger à Europe, c'est un peu compliqué. Mais j'espère qu'on va corriger ça, madame. Je vous en prie, mademoiselle. Bonjour, monsieur Gardini. Je m'appelle Olfa Boudiba, je suis tunisienne. Je suis étudiante à la Sorbonne. Je prépare une thèse en matière de stratégie globale, nouvelles technologies globales, nouvelles technologies, etc. Enfin, le thème que vous avez abordé aujourd'hui. Et j'aurais une question à vous poser. Bon, on a commencé à parler de la recherche. Vous avez déjà parlé de la recherche. J'aurais une question à vous poser. Comment s'organise la recherche au sein du groupe Ferruzzi? Puis ma deuxième question est sur votre présence dans la biotechnologie. Je sais que vous avez une certaine présence en matière de biotechnologie. J'aimerais savoir, vous avez développé de l'éthanol à partir de la betterave, du plastique à partir du maïs. Quelles sont les autres matières agricoles exploitables à ce niveau? Et quelles sont, quelle est votre stratégie en matière de biotechnologie? Qu'est-ce que cela apporte au groupe? Merci. Signor... Il faut parler tout près du micro et plus fort. Vous avez une très jolie voix, mais il faut parler très fort. La posso fare in italiano? Vous pouvez le dire en italien? Sì, certo. Ben voilà. Va bene, ho una questione che riguarda la ricerca e vorrei sapere come si organizza la ricerca per la Ferruzzi e poi nel campo della biotecnologia qual è la vostra strategia per il gruppo Ferruzzi in biotecnologia e soprattutto quali sono le nuove materie agricole che potete utilizzare in questo. Grazie. En français, hein. Et après là-bas, les micros. Donc, vous savez que, si vous ne le savez pas, j'essaie de vous dire. La recherche dans un groupe chimique se partage normalement dans plusieurs qualités de recherche. Mais moi, j'ai essayé, lorsque je suis devenu président de Monté, disons, de dire, moi, je vais faire une recherche que je comprends et que tout le monde, nous, pouvons comprendre. Et nous avons partagé la recherche, disons, sur les polyolefines et sur les matériaux comme étant nécessaires et utiles immédiatement et prêtes pour être sur le marché de la concurrence avec de nouveaux matériaux. Et notre recherche, là, comme je vous ai dit, était faite à Ferrara et à Wilmington, Delaware. Nous avons retrouvé plusieurs nouveautés possibles dans le secteur de la polymérisation, et ça, c'est le succès de Highmont. Nous avons aussi une recherche pharmaceutique qui est exprimée par Herbamont, qui a récemment déposé un nouveau pharma qui s'appelle idarubricina. Il a sur la pipeline plusieurs choses nouvelles que je n'ai pas, ne sais pas. Allez, oui, il faut le dire. Oui. Quelle piste? Et nous sommes dans le système nerveux, dans le cardiovasculaire et dans les cancers. La société. Pour les cancers, vous êtes, tout ce qui est anticancéreux, vous êtes très fort. Pour ce qui est le stress et le cerveau. Et le cerveau. Ça, c'est la santé que nous considérons que nous devons, sur laquelle nous devons rechercher dans l'avenir, parce que c'est un problème de l'âge de l'humanité et de toutes les choses que tout le monde connaît qui est nécessaire de faire pour cette nouvelle aventure humaine un peu plus âgée. Vous avez tous les moyens dont vous avez besoin, Madame Levi Montalcini? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Nous collaborons un peu avec Madame Montalcini pour avoir le privilège de comprendre son travail qui, comme vous le savez, a été tellement intelligent pour être premier au Nobel. Et je crois que nous essayons de faire quelque chose ensemble, même si nous sommes très occupés, je vous le dis, à être concrets et à tirer des résultats, parce que nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent pour acheter et pour se battre dans le secteur de la concurrence. La chimie
Et l'agriculture, c'est quelque chose de très amusant, mais il faut se battre. Et pour se battre, il faut de la persévérance et de l'argent. Alors, une question, allez-y. Posez des questions rapidement. Le bateau dans la stratégie et l'America's Cup dans la stratégie de Ferrucci. Si vous voulez bien faire circuler les micros, parce qu'il y a des questions ici et de l'autre côté, à droite. Alors, je vais vous dire comment nous avons envisagé de faire la Coupe América. Nous avons toujours cru, et ça c'est un privilège que c'est moi, Paul et Gabriele que nous avons eu, nous avons cru toujours que la Coupe América telle qu'il était, ça ne marchait pas. Que les moyens qui étaient utilisés étaient des anciens modèles et qu'il fallait changer. Et on s'est toujours préparé à faire ça ensemble à 360 degrés. C'est pour ça qu'au moment qu'on discutait où aller à faire la course, qui allait la gagner, qui l'aurait gagnée, nous avons fait un chantier. Et dans ce chantier, nous avons prévu et nous avons fait un bateau en blanc. On peut l'appeler comme ça? Un bateau qu'on ne connaissait pas si c'était le bateau nécessaire, un bateau qui était là, disons, pour imaginer la Coupe América. Et nous avons pris notre temps et maintenant on a fait notre bateau et maintenant on en peut faire un chaque 4 mois. Et nous avons créé aussi là, et je veux le dire avec orgueil, nous avons créé peut-être les meilleurs chantiers qui existent aujourd'hui pour travailler les matériels composites. On peut faire n'importe quoi qui soit résistant, performant, composite, léger dans notre chantier de Tenkara. Et je crois que ça, c'est que nous avons bien fait. Nous avons formé une équipe compétitive, nouveaux matériaux, qui croient à la mission qui s'est donnée de gagner la Coupe América. Mais comme vous le savez, la Coupe América, c'est une chose très difficile à gagner, pour laquelle plusieurs se battent à le même niveau que nous nous battons. Et peut-être, nous, on peut gagner ou perdre la Coupe América. Mais je dis, on peut la perdre et la gagner. Je dis pas, je suis entre ceux qui pourraient peut-être un jour, s'ils ont de la chance avec des amis, aller ensemble en rigolant, gagner la Coupe América. C'est pas ça. C'est fait pour gagner la Coupe América. Si on ne la gagne pas, on l'a perdue. Ça sera pour une autre fois. Mais il faut la gagner. Hein? Il faut la gagner. Tout est une question de navigation, alors. Hein? Voilà. L'importance de la navigation et des vents pour Gardini. Alors, voilà, vous m'amusez avec ça. Ah ouais. Parce que c'est vrai ou pas? La navigation, c'est la chose la plus intéressante qu'on peut faire dans la vie sans moteur. Si vous essayez de naviguer offshore, même si vous avez les nouveaux instruments, surtout si vous avez les nouveaux instruments, vous pouvez apprécier qu'est-ce qui vaut le satellite, qu'est-ce qui vaut les vents, qu'est-ce qui vaut les courants, qu'est-ce qui vaut la houle, et aller avec tout ça ensemble dans n'importe quelle direction. Un peu plus de temps, un peu moins, mais c'est la navigation dans les fluides, à travers les satellites. Voilà, quelque chose de très intéressant pour la télévision. Une autre question. Laissez parler un peu l'autre côté qui attend depuis un long moment, d'autant plus que vous êtes je reviens intervenu. Vous interviendrez tout à l'heure. Je vous en prie. Luc Carbillet, directeur à Finsugar France. Un peu plus fort aussi. Luc Carbillet, directeur à Finsugar France. Monsieur Gardini, bonjour. J'ai 2 questions. La première, dans le cadre du quasi-doublement actuel du prix du pétrole, de quelle distance est-on de voir le bioéthanol utilisé dans l'essence? Est-on maintenant loin du seuil de rentabilité? C'est ma première question. La deuxième, un peu plus générale. En raison des surplus agroalimentaires et de tous les quotas qui existent actuellement, que pensez-vous de la croissance, ou plus exactement du taux de croissance de l'usage non alimentaire des produits agricoles dans les prochaines 5 ou 10 années? Alors, je vais vous dire tout de suite ce que je me rappelle du bioéthanol. Le break-even, étant donné que le dollar était à 2000 lire, donc un échange tout à fait différent de celui d'aujourd'hui, s'est placé entre 30 et 35 $ les barils du pétrole. Très proche.
aujourd'hui. Mais j'espère que nous n'allons pas payer 30 ou 35 dollars le prix du pétrole. Donc, mais vous voyez, de temps en temps, on dépasse les valeurs. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir à l'utilité de se trouver un jour avec une structure capable de produire le bioéthanol. Une chose facile à faire, qu'on peut améliorer les jours qu'on a démarré. Un jour, si on démarre quelque chose, on peut l'améliorer. Si on le démarre, on ne l'améliorera jamais. Il faut des usines, il faut de l'expérience, il faut de la recherche, il faut de l'imagination avec les fermiers. Il faut imaginer que ce que nous allons utiliser n'existe pas en nature, qu'il faut le faire. Il faut le faire parce qu'il nous sert de l'amidon, il nous sert de matières premières adaptées à la fermentation ou à l'hydrocracking. Voilà quelque chose qu'on peut faire de très intéressant, mais quand même pas tellement sophistiqué. Et l'autre chose qu'on peut faire, et c'est vrai, lorsque les pétroliers m'ont dit à l'époque, vous proposez quelque chose de banal, j'ai dit oui, c'est vrai, une chose banale. Une chose banale fait des dollars, des marchandises et de plus-value, plus ou moins, avec les marchés à terme qui existent et qui peuvent exister sur les marchandises et sur le pétrole, lorsqu'on se bat pour vendre, vous, les pétroliers, les agriculteurs américains, avec des subsides, et nous, les producteurs européens, avec des restitutions. Voilà la logique qu'on doit retrouver dans les choses. Si on fait des bêtises, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on est obligé à faire des bêtises, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux et se mettre dans l'avenir? Ça, c'est la proposition que nous avons toujours faite à propos de l'éthanol, une chose qui va venir. L'autre chose que vous me demandez, combien de biodégradables? Je dirais, ça dépend. Ça dépend de l'intelligence que nous sommes capables de mettre dans la destruction de ce que nous allons faire dans des produits qui ne sont pas biodégradables. Donc, l'énergie que nous sommes capables de repérer dans les produits que nous avons produits à partir du pétrole et de ses dérivés, et la capacité que nous avons de ne pas faire, de refuser les choses de lesquelles nous avons besoin dans le quotidien. Donc, notre quotidien à venir sera notre biodégradable à venir. Notre quotidien à venir, c'est notre nécessité de flamber d'une façon économique. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Hein? Bonjour, Pierre Danelbise, étudiant français à Valenciennes, dans le nord de la France, une région très touchée par l'industrie et tous les problèmes qui tiennent à l'environnement. Ma question est la suivante. Que représente au niveau économique et stratégique l'enjeu du concept de développement des limites cher à Ferruzzi? Et j'entends par là quel est l'impact économique et stratégique de l'intégration de la composante environnement dans une entreprise telle que Ferruzzi et donc en Italie? Merci. Parce que vous le considérez aussi comme un pollueur. Si. Hein? Aussi. Il faut oser lui dire. Oui. Alors. Voilà, je suis un grand pollueur conscient de l'être. Parce que je travaille dans l'industrie, dans l'agriculture, d'après ce que je suis né. J'ai toujours vu polluer. J'ai toujours vu polluer partout. Les petits et les grands consommateurs ont toujours pollué. Les petits et les grands producteurs ont toujours pollué jusqu'au présent. Maintenant, je crois, c'est fini. Il faut... C'est pas très intelligent, mais ce que je dis. C'est une constatation. Aujourd'hui, c'est fini. C'est vrai. On regrette, parce que je suis en principe, je suis un homme qui essaye d'être propre. Alors, je suis malade lorsque je vois la poubelle. La poubelle à la maison et la poubelle des autres à côté de la maison. Mais j'ai toujours pris mes problèmes et les autres problèmes comme quelque chose à résoudre, pas quelque chose à proposer. Et je crois que la façon que nous sommes en train d'aborder les problèmes, c'est propre. Nous voulons arrêter les productions qui ne sont pas dans l'avenir, qui créent des problèmes actuellement et qui vont les créer encore plus dans l'avenir. Nous voulons oublier le passé parce que ce n'est pas à nous de s'occuper du passé. Le passé a existé. C'est une complicité entre les industriels, les consommateurs et les politiques. C'est fini ça. Ça, on ne peut pas discuter de ça. Et vous verrez, si nous allons en Russie, si nous allons en Pologne, etc., combien ça vaut. Quelques-uns vont résoudre après ce problème.
ou avant, s'il l'avait. Mais maintenant, c'est le problème de comment marcher dans l'avenir. Marcher dans l'avenir, c'est ce que je dis. Créer la situation parce que tout que nous allons produire soit pas nuisible, performant et flambable ou biodégradable. Ça, c'est ma formule. Un engagement de Gardini ça, à la Sorbonne. Ça, c'est mon engagement. Et c'est mon travail quotidien, parce que je considère ça mon engagement principal. Tout le reste, c'est dans le groupe, il y a les hommes qui le savent, qui le font beaucoup mieux que moi. Moi, je dois contrôler que nous sommes propres, que nous sommes bien, qu'on est bien enlevé et qu'on puisse le démontrer. Qu'est-ce que c'est l'esprit, Ferruzzi ou Gardini? Optimiste et généreux. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein? Mais c'est vrai. Claudine Bord, étudiante à l'École supérieure de commerce de Reims en 3e année. Alors j'aurais une question plutôt de management. Pour vous, la réussite d'un groupe international passe par la décentralisation des décisions et des responsabilités ou plutôt par leur centralisation? Ah, voilà. Vous croyez qu'il va vous dire c'est la décentralisation, lui? Dites-moi. Le management d'une grande société, c'est la chose la plus difficile qu'on puisse imaginer. La plus difficile. Parce que on doit respecter surtout la qualité et l'individualité des hommes. Et je crois que la réussite d'un groupe est là, en ce qui concerne le top management. Mais le respect de la personnalité, de l'individualité et la communication de ce qu'on veut faire doit être bien comprise, doit être bien agréée. Je ne sais pas si on dit agréé. Accepté. Pour tout le monde. Et ça, c'est l'important. C'est difficile. Ça, c'est le plus difficile. Mais c'est Ferruzzi, ça se passe. Il y a 40 ans que ça se passe dans Ferruzzi. Tous les jours, quelques-uns viennent avec. Un jour, quelques-uns allaient avec M. Ferruzzi. Après, quelques-uns sont venus avec moi. Et tous les jours, quelques-uns viennent avec nous. Avec nous, le top management de Montedison et de Ferruzzi, pour bâtir quelque chose d'amusant. Quelque chose d'amusant dans la finance, quelque chose d'amusant dans la chimie, quelque chose d'amusant dans la grande industrie et dans l'agriculture. Il n'y a pas personne, il y a des gens de deuxième catégorie chez nous, il y a un esprit de management tel que je le dis. Et je crois que c'est la formule. Parce que c'est le respect. Moi, je considère que c'est le respect de la professionnalité, de l'individualité et de l'aptitude des hommes à être utiles. Ceux qui refusent la collaboration des collègues, ceux qui refusent de communiquer ces bonnes idées, ce Ferruzzi n'a pas de sens. C'est quelque chose dans lequel on vit et on jouit. On essaye de jouir ensemble du succès qu'on est en train d'amener à la maison. Ça, c'est ma formule pour le management, la pyramide. On va peut-être prolonger de 5 ou 10 minutes parce que je sens qu'il y a encore quelques questions. Mais est-ce que vous pensez, vous êtes dans la cité de la réussite, là, avec nos amis Sylvain Kern et ses copains, est-ce que vous pensez que vous, personnellement, vous avez déjà réussi votre vie? Pour l'entreprise et pour vous, personnellement? Alors, je vais vous dire, moi je suis réussi à venir à la Sorbonne, être demandé de venir à la Sorbonne. Et vous voyez, je vous dis ça heureusement, parce que j'étais étudiant à Bologne, et là, ils ont été généreux, ils m'ont fait un cadeau. Mais j'étais étudiant à Bologne, je connais l'esprit de l'université. Après, j'ai commencé à travailler, j'ai abandonné l'esprit de l'université par le travail. Et moi, j'étais ici à Paris, aux années 65, entre les 65 et les 70. Moi, j'étais en train de bâtir avec des amis français, que je rappelle avec plaisir, de bâtir quelque chose qui valait pour la France et qui valait pour l'Italie et pour l'Espagne, c'est le règlement des corps gras. Les corps gras. Quelque chose qu'on a fait ensemble avec Roland Petit et Bernard Lequelec
et d'autres amis qui étaient là avec le ministère de l'Agriculture. Et c'était le cas d'échanger. La France consommait que de l'arachide à l'époque. L'outre-mer, je me rappelle, le Nigeria, le Sénégal. Et on a changé. Les colzas étaient polonais et canadiennes. Je me rappelle, il était polonais et canadien. Nous, on l'emportait. On l'emportait de la France vers l'Italie et les Français l'emportaient vers la France. Et on a bâti ça. Et je me rappelle que j'étais là lorsque, ici, il y avait les Catanghesi, on l'appelait comme ça, en Italie, et je crois que vous l'appelez aussi comme ça. Et j'ai vu, j'habitais à Bouvard-Raspail, un petit hôtel ici dans les quartiers latins. Et donc, j'ai passé grande partie de ma vie ici à bâtir quelque chose et je suis très content. Je considère d'être un homme de succès par le fait que je suis ici ce soir. La preuve, c'est la présence à la Sorbonne. Bonjour Monsieur Gardini, je suis Peter Oversteins, je viens de l'UCL, de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Ma question est la suivante. Que représente pour vous l'échéance en 1992 ? L'échéance européenne de 92, son importance, qu'est-ce qu'elle représente pour Raoul Gardini? Les échéances européennes sont énormes. Chacun de nous qui est entrepreneur dans les temps aurait aimé d'être à la fois un entrepreneur américain ou un entrepreneur dans les territoires américains, à la fois dans les territoires du Pacifique, quelque chose que chacun de nous aurait voulu avoir pour être présent dans les changements. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans la place la plus heureuse dans laquelle on peut travailler et que 92, c'est déjà passé, il y a 5 ans, à mon avis. 92, c'est parti le jour que le mur de Berlin est parti, le jour que M. Gorbatchev a annoncé la perestroïka, tout cela, c'est fini d'après longtemps, le 1992. Et alors, nous sommes beaucoup plus loin de 2000 maintenant. Plus loin que 2000, que l'an 2000. C'est sûr. Ce matin, on constatait, qu'est-ce qu'on est en train de faire, nous, les hommes? De remplacer tout par la polymérisation. Donc, il y a quelque chose d'étrange, vraiment, du fait que nous remplaçons le bois, nous remplaçons le fer, l'acier et tout, par quelque chose d'extraordinaire qu'il y a quelques années, on ne connaissait pas. Voilà. Je considère qu'on est vraiment dans une belle époque et peut-être mais ceux qui n'ont même c'est une belle réflexion. Mais ceux qui ne peuvent même pas, et je reprends la question à laquelle on n'a peut-être pas répondu tout à l'heure, ceux qui sont dans le tiers-monde, qui ont une agriculture complètement dégradée, foutue, et qui n'ont même pas les moyens de substitution pour se nourrir, qu'est-ce qu'on leur dit? Mais lorsque nous avons compris, et je crois que nous pouvons dire que nous avons compris, nous, les gens qui parlent la même langue et ils ont une base de culture commune. Lorsqu'on a compris qu'on est dans l'avenir, pourquoi on doit s'occuper du fait que les gens du passé ne peuvent pas nous rejoindre? Notre problème, c'est d'avoir compris. Et je crois que nous sommes en train de le comprendre, la communication fait nous comprendre tous les jours ça. Nous sommes tout à fait différents de ce qu'on l'était lorsqu'on était égoïste, lorsqu'on était en train de se battre pour avoir raison. C'est impossible de le faire aujourd'hui. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour négocier au GATT l'avenir de l'humanité comme d'un point de vue, disons, plus terre à terre, on dit en Italie, manger le jour après sans être détruit par le fait qu'on n'a pas la possibilité de le faire. Et ça, je crois que nous pouvons faire dans les années qui viennent si nous considérons que l'Europe c'est une puissance, qu'on est ensemble, qu'on travaille ensemble pour bâtir le marché global. Avec plus d'équité, hein? Et de beaucoup d'équité, il faut de l'équité. Est-ce qu'il y a une dernière question? La voici. Monsieur Gardini, bonsoir. Monsieur Labéry, étudiant en Grande École de Commerce sur Paris. J'aurais 2 questions. La première concerne un défi commercial. Vous parlez de l'Europe, votre enthousiasme est bien sûr partagé par des gens de ma génération. Ne pensez-vous pas cependant que le problème d'harmonisation des normes au niveau européen, avec les problèmes de lobbying japonais et américain,
puisse marquer un frein à l'Europe? Et deuxièmement, un défi au niveau de la production. Ne pensez-vous pas qu'un des objectifs à terme puisse être le contrôle qualité par un zéro défaut? Alors, j'essaie de traduire. En anglais. En anglais. Les normes, est-ce que c'est pas une gêne et la preuve de la concurrence des Américains et des Japonais face à nous? Et deuxièmement, l'avenir de la croissance avec zéro défaut dans les entreprises. Non, peut-être que j'ai donné une réponse au départ de notre conversation à ça. Moi, je crois que nous avons toute la culture et toute la préparation, les Européennes, pour, si on sort de la montagne, et je reviens au fait de sortir de la montagne, si on sort de la montagne, on est capable de se battre dans la qualité. La qualité, on peut la faire, nous les Européens, c'est sûr. Comme les Japonais, mieux que les Japonais. On a la culture pour le faire et donner aussi de l'innovation. L'important, c'est de mêler, descendre de la montagne. Et ce qui concerne encore la concurrence, c'est tout là. Mon avis, c'est être capable de sortir des complexes, de sortir des nationalités et créer les conditions parce que les continents soient capables de se battre. Et oui, ça c'est possible parce que, heureusement, le livre est rentré dans le système. Le choix a été fait. Et c'est un choix important, ce que nous avons vu, d'avoir l'île avec nous, parce que c'est une culture énorme qui vient avec nous, les Européens. On aurait eu du mal si le livre ne venait pas avec nous. Et on aura du mal s'il ne vient pas vite dans la bande à droite, de la façon que nous pouvons faire la monnaie unique européenne. Ce qu'il nous faut tout de suite, pas demain, parce que demain, on pourrait être mort. Il faut faire aujourd'hui, vite, la monnaie unique européenne. Seulement de cette façon, nous pouvons dire aux Américains, on peut tout négocier. Tout négocier, on peut, mais pas de fluctuation. Pas trop de fluctuation parce que ce n'est pas le cas de s'occuper seulement de la stabilité de la monnaie européenne, mais il faut s'occuper de la stabilité des échanges mondiaux entre le livre, les yens et la monnaie européenne. Je me suis trompé en disant le livre, entre les dollars, les monnaies européennes et les monnaies de la concurrence. Donc on parle des monnaies de la concurrence. Et un jour, peut-être, on aura une monnaie unique pour tout le monde. Mais maintenant, c'est le cas que chacun sache qu'il ne peut pas faire de trucs. Et les trucs, vous savez, c'est facile à les faire. Il faut tourner, il suffit de tourner les taux d'intérêt. À nous, on la baisse, on change. Et voilà ce qui est important que tout le monde comprenne, la bonne volonté d'être là, sage pour l'énergie, sage pour l'agriculture, sage pour l'essence. Un de ceux qui avait marqué la Cité de la Réussite en 89, Madame Arveler l'avait dit, c'était M. Agnelli pour sa vision à long terme. Probablement un de ceux qui vont marquer la Cité de la Réussite pour les mêmes raisons en 90, ce sera vous, Raoul Gardini. Je pense aussi que c'est à travers votre présence à la Sorbonne, c'est un signe, un des premiers signes de votre arrivée en France. Hein? On aurait pu parler de la communication parce qu'on vous a vu aussi à TMC avec 40% d'acquisition, mais on ne peut pas prendre trop de temps. Je pose une dernière question tout à fait personnelle parce que je vois avec quel plaisir vous avez réuni votre famille au premier rang. À quel point c'est important qu'ils soient tous là. Et vous nous avez dit l'importance qu'a eu votre père dans votre adolescence, votre enfance, et vous l'avez vu participer à la bonification de la plaine du Pô. Qu'est-ce que vous aimeriez, au bout du compte, entendre du père de Raoul Gardini dans tout ce qu'il fait? Et est-ce que vous y pensez? Que nous avons commencé la bonification de la chimie italienne. Et à travers elle? Ah, ça, c'est ce que je voudrais comprendre. Merci. Merci.